Maxime, Valentin et Thomas se retrouvent autour d'un rêve. Atteindre le point le plus au nord de l'Europe, au cœur de l'hiver polaire. Regardez doucement, de toute façon on peut pas s'arrêter là. Bon, tu me le ramènes en entier, hein. Promis. Allez, là. Avec tous ses doigts, Ouais, promis. tous ses doigts de pied. Certaines personnes dédient leur vie à l'aventure. D'autres cherchent l'électrochoc qui infléchira leur existence. Ah, j'ai plus de force, j'ai des courbatures. Et là, c'est dur, ouais. Et si les grandes aventures pouvaient faire partie d'une vie ordinaire? Entraînement difficile, expédition facile. Oser s'engager en équipe pour réaliser une vision qui nous dépasse. Un bon kilomètre est un kilomètre parcouru. On cherche du sens, toujours ici ensemble à l'Exploratorium. Vous venez de le voir à l'image, il s'appelle Valentin et il est le porte-parole, l'émissaire des engagés avec Maxime et Thomas. Trois garçons pleins d'avenir qui ont décidé de prouver que les grandes aventures peuvent faire partie d'un quotidien, d'une vie ordinaire. On va l'accueillir, mais d'abord, on compte sur vous parce qu'ensuite on échangera. Absolument, et pour échanger, c'est très simple. Il y a la possibilité d'interagir avec le public, ici présent, ici au Ludilab, à quelques kilomètres du Puy du Fou, à Chambretot exactement. Et puis également les internautes qui nous regardent actuellement, qui sont sur la chaîne Twitch, c'est twitch.tv/Ludilab. Et alors attention, évidemment, pour interagir, il faut avoir un compte et suivre évidemment la chaîne du Ludilab. On se retrouve dans quelques instants. Dans quelques instants, puisque nous laissons maintenant la place ici à Valentin. C'est parti. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. Un peu intimidé par tout le dispositif des caméras, des projecteurs. J'ai pas forcément l'habitude de ça. En revanche, on est en petit comité, donc c'est intime. Et je vous engage à ce que la discussion, la présentation soit très interactive. N'hésitez pas à m'interrompre lors de ce témoignage, à poser vos questions, même en direct. Je salue nos internautes qui sont sur Twitch, donc j'ai bien compris que c'était ces caméras pour leur adresser des clins d'œil. Et me voilà ici pour 1 heure pour vous raconter l'histoire des engagés, un groupe d'expédition polaire que je représente aujourd'hui avec 2 camarades qui montrent que les grandes aventures peuvent faire partie d'une vie ordinaire. On va voir la première slide. Alors, qui sommes-nous? Avant tout, nous sommes des entrepreneurs. De petits chefs d'entreprise, débutants dans l'entrepreneuriat, donc pas de grandes success stories, pas de licorne ou de choses comme ça. On est encore à nos débuts et des sociétés dont vous ignorerez le nom, Armtech, WeSurf, Elax, c'est ce qui nous caractérise. Thomas, Maxime et Valentin. Et en fait, cette philosophie entrepreneuriale, qui est de croire à une vision qui nous dépasse et d'en faire un projet, en intégrant une équipe et en apportant quelque chose au monde, en quelque sorte, eh ben on l'a appliquée au domaine de l'aventure. Et donc, nous sommes aussi de petits aventuriers. De petits aventuriers au sens où personne n'est né à Chamonix, dans la montagne, personne n'est un ancien des forces spéciales, personne n'est le futur Mike Horn, en quelque sorte. On vit tous à Paris, on est tous originaires de différentes villes ou différents villages. Moi, je venais de Saint-Rémy-la-Varenne, du 49, entre Angers et Saumur, donc pas très loin d'ici. Et malgré ça, on a, quelque part, réalisé de grandes expéditions. On va vous raconter aujourd'hui une traversée du Groenland, d'est en ouest, une ascension de l'Aconcagua, le sommet le plus haut des Amériques, et l'année dernière, l'atteinte du Cap Nord, donc le point le plus au nord de l'Europe, à travers la nuit polaire. C'est l'objectif de cette bande-annonce que vous avez vue. Donc, quelle est notre histoire? Thomas, Maxime, Valentin, au début, on ne se connaissait pas du tout. C'est Thomas qui avait ce rêve, celui de traverser le Groenland, donc ce territoire complètement polaire, glacial et quelque part assez aride, comme vous allez le voir sur ces images. Et il était, comme nous tous au début,
seul face à une grande idée, une vision, un rêve, et il ne savait pas vraiment comment faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par en parler tout simplement autour de lui et faire émerger des idées. Et c'est comme ça que l'idée est arrivée à moi. Pour être tout à fait honnête, elle est arrivée pendant une soirée où j'étais quelque part en léger état d'ébriété, et tout de suite j'ai dit oui. Alors pourquoi j'ai dit oui? Je pense que c'est mon caractère. Moi, je ne recule devant aucun défi, en quelque sorte. Et bon, on a tous un ami, vous savez, on lui lance un défi et vous êtes sûr qu'il va y aller. Et en quelque sorte, cet ami, c'est moi. Voilà, c'est moi. Et plus tard, Maxime nous a rejoints. Alors Maxime, l'histoire, c'est une histoire moderne aussi. Maxime était entrepreneur à la Station F, donc c'est un grand incubateur de jeunes entreprises à Paris. Et il y a un réseau social dedans qui s'appelle Slack. Bon, c'est comme un Messenger, un Facebook un peu organisé. Et Thomas a publié notre offre d'expédition sur Slack. On va traverser le Groenland, on n'y connaît rien, on cherche à monter une équipe qui va se préparer et faire ça. Qui veut nous rejoindre? Maxime, il a vu ça, il a trépigné et il s'est dit si je réagis pas tout de suite, eh ben en fait, quelqu'un va prendre la place. Bon, plus tard, on s'est rendu compte qu'il était le seul à avoir réagi à ce message assez téméraire. Mais bon, du coup, il nous a rejoints. Et c'est comme ça que l'idée est née, en quelque sorte. Et après, on a pris les choses au sérieux, on s'est préparé. Et on s'est lancé à l'assaut du Groenland. Ça, c'était notre première expédition. Je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, ok. Donc le Groenland se situe ici, on va dire. Nous, ce qu'on a traversé, c'est au niveau du cercle polaire arctique. Et on est parti d'une ville qui s'appelle Kangerlussuaq, qui est complètement inconnue, pour rejoindre Isortorq, de l'autre côté. Ça représente à peu près 600 km de marche, un peu moins, avec l'ensemble de ce qu'on doit porter sur nous pour vivre en autonomie. Alimentation, tente, équipement d'expédition, essence, fusil pour se défendre des ours. C'est environ 90 kg par personne qu'on tirait sur des traîneaux. Vous allez voir une petite vidéo qui va vous mettre directement dans l'ambiance. Et c'est quelque chose qui nous a pris 31 jours. On a affronté des températures qui sont assez polaires, avec des minimums à moins 43. Donc forcément, ça a beaucoup d'incidences en termes de gestion de l'effort, de progression, d'habillement. C'est assez technique. Et pour toutes ces raisons, on est parti pour notre première expédition avec un guide qui nous a transféré énormément de compétences, de savoir-faire. Ce guide qui s'appelle Bernard Müller, pour ceux qui connaissent le milieu de l'alpinisme, qui est un monsieur aujourd'hui dans le domaine, assez âgé, et qui nous a transmis cette grosse notion d'engagement. On reviendra sur le sens pourquoi on s'appelle les engagés, et aussi d'humilité. Et c'est lui, quelque part, qui nous a mis sur les chemins de l'aventure et qui nous a permis, pour les expéditions suivantes, la Concagua et Nuit polaire, dans lequel on va rentrer plus en détail, et de voler petit à petit de nos propres ailes. Voilà. Là, ce que je vous propose, c'est de prendre 5 minutes pour vous plonger dans l'univers du Groenland, sachant que cette présentation, elle se veut interactive et aussi immersive, sensorielle, donc j'espère vous partager aussi des émotions, et notamment le sublime qu'on peut vivre au contact de ces mondes polaires. Kangerlussuaq à 10h48, donc on démarre dans 3 heures. Dans d'excellentes conditions, il fait beau, il fait presque pas froid. Un petit transfert en voiture et après effectivement on va se taper les 550 km de calotte. Donc après 4 mois et 4-5 mois de préparation, on y est enfin. Et voir ce paysage, ça donne une petite intuition qui montre que c'est pour de vrai maintenant. Et je sais pas trop dans quel état on va revenir, mais je pense qu'on sera content de l'avoir fait. Putain, ça va être chaud quand même. Là, le blanc là. Il n'y a pas beaucoup de vent, non?
Autre astuce de Bernard, dès qu'on achète une tente 25, on coud des pose-neige sur les côtés, ce qui n'est pas fait à la base. Là, le vent est assez faible. Alors là, on est en train de préparer notre tambouille spéciale à base de beurre. C'est bon, hein? C'est délicieux. On va mettre un petit peu sur la médiole. On a décidé de tourner dans les tentes pour que chacun puisse se retrouver un peu avec tout le monde. Donc avant j'étais avec Valentin, maintenant je suis très content d'être avec Thomas. Et c'est, on a du coup préparé un petit planning pour que chacun puisse se retrouver avec tout le monde. J'ai marché bien 10 minutes là-bas là, c'est encore loin. Hein. À ce rythme-là, Daï, il nous reste 105 km. C'est le début de notre première tempête. On va rester 36 heures enfermés dans la tente. Avec l'anémomètre de Maxime, on a mesuré des vents de 95 km/h. On a à peu près entre un demi et un mètre de neige qui s'est accumulé autour des tentes. Antoine! En fait, j'essaie de communiquer avec la tente qui est à 2 mètres. Antoine! Donc ça fait 36 heures qu'on est sous la tempête. Les vents étaient moins forts que ce qu'on pensait ce matin. Et ce qui va nous pousser dans 1 heure à lever le camp. C'est quoi? Ah ben oui, moi je suis très content d'être de retour. J'espère que cette courte séquence vous a plu. Est-ce que vous avez des réactions, des questions avant que je vous partage quelques retours d'expérience sur le Groenland et qu'on aille plus en détail sur l'expédition de Nuit Polaire? Pas tout de suite, on aura l'occasion un peu plus tard. Alors, sur les retours d'expérience, j'en choisirai 2. Le premier, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se lance à l'assaut de nos rêves? Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas? On en a tous des rêves, alors c'est pas forcément traverser le Groenland ou gravir l'Everest, c'est apprendre une langue, c'est changer de travail pour un travail qui a plus de sens. Je reviens sur la conférence juste avant, si ma famille n'est pas du domaine agricole et que c'est mon rêve, ça va quand même être difficile de le saisir potentiellement. Ça peut être construire une famille, avoir des enfants, on a tous des rêves et à un moment on décide d'essayer de les saisir ou pas. Et nous, on a un peu réfléchi par rapport au Groenland parce qu'on n'y connaissait rien, on était vraiment au niveau du degré zéro en termes polaires. Et pourtant, c'est
Quand vous voyez nos visages émaciés, on peut comprendre que c'est des expéditions qui sont quand même un premier niveau. En fait, si on prend du recul, pour nous, il y a 3 phases. Il y a oser, il y a s'engager et il y a construire l'équipe. Il y a oser, et à un moment, c'est vrai, on a une idée, et il faut franchir le premier pas, franchir cette crainte de l'échec. Et là, la première chose pour faire ça, c'est quelque part hyper simple, c'est d'en parler autour de soi. J'ai envie d'écrire un livre, mais je procrastine. Si j'en parle à 100 personnes, je suis engagé à le faire. Quelque part, c'est ça. Le Groenland, on en avait tellement parlé qu'on n'avait plus le choix, fallait y aller. Donc ça, c'est la première chose, oser. Ensuite, s'engager. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager ? Pour moi, c'est passer d'une idée à un projet. C'est ça l'engagement. Et l'engagement, c'est y mettre du sien, y aller avec ses tripes, avec son corps, avec son esprit. Et quelque part, il y a une notion de prise de risque et d'impossibilité de revenir complètement en arrière. On sait que quand on a franchi ce pas, il y a certes une réversibilité, on peut toujours revenir en arrière, mais ça ne sera plus forcément la même chose. Et quelque part, les décisions qu'on prend quand on est engagé, qu'elles réussissent ou qu'elles échouent, c'est nous qui en savourons les succès ou les échecs. C'est vraiment ça que Bernard, notre guide, nous a appris, et c'est pour ça qu'on a retenu le nom Les Engagés. En alpinisme ou en milieu polaire, on dit qu'un passage est engagé quand lorsqu'on fait une erreur, quelque part, le risque fatal, le risque de mort est présent. Malheureusement, au Groenland, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le grand aventurier polaire Dixie Dansucker, dont j'avais appris le livre par cœur avant de partir au Groenland, Practical Handbook to Polar Expeditions, qui est un Américain, un grand polaire, 20 ans d'expérience dans le polaire, il est mort dans une crevasse au Groenland. Quelque part, c'est ça aussi l'engagement. L'engagement entrepreneurial, c'est pareil, on peut faire faillite, ou alors on peut aussi réussir. L'engagement dans le mariage, pareil, l'engagement toujours comme ça, quelque part, au fond. Et après, la dernière chose, pour moi, c'est construire l'équipe et pour les engager. C'est-à-dire qu'on ne réussit jamais seul. On réussit collectivement. On réussit avec ceux qui sont dans le feu de l'action, c'est-à-dire notre équipe au quotidien, mais aussi avec ceux qui sont derrière. Donc ceux qui sont derrière, c'est l'homme au sol, en quelque sorte, en expédition, donc celui qui va nous transmettre les bulletins météo. C'est l'ensemble des personnes qui nous aident à préparer l'expédition. Dans une entreprise, il y a ceux qu'on voit en permanence, puis il y a ceux qu'on ne voit pas, qui sont derrière et qui font les succès, la logistique. La logistique, on la voit moins que le marketing, pourtant, c'est à eux qu'on doit les réussites des entreprises. Et puis, il y a aussi, et surtout, nos proches. On ne réussit pas sans eux, même s'ils ne sont pas dans le feu de l'action. Ça, c'est le premier enseignement, et c'est ce qui fait en fait qu'on a décidé de continuer à faire d'autres expéditions avec ce même credo, en autonomie, en disant on va choisir un projet qui est un peu trop dur pour nous, tout seul on n'y arriverait pas, on va oser le faire, on va s'engager, on va se préparer, on va le conduire avec toute notre âme. On réussira, on ne réussira pas, on verra. D'ailleurs, le Groenland, la réussite, on ne sait pas vraiment, parce qu'on s'est arrêté 30 km avant le point à atteindre, donc on ne sait pas. On a échoué, mais on a aussi réussi en quelque sorte. Et voilà, et donc c'est comme ça que les engagés sont nés. Je passe un peu du temps sur cette première partie, qui n'est pas l'expédition dont on va vous parler aujourd'hui, mais qui est la genèse et la vision. Et après, au Groenland, on a appris des choses très bêtes, mais la plus dure, c'est l'apprentissage de l'ennui, je pense. Ça va peut-être vous surprendre, mais vous voyez ces grandes bandes blanches à l'infini. En fait, il fait froid, il y a du vent, on n'entend rien, on marche les uns derrière les autres pendant des heures, toute la journée, et en fait, il ne se passe strictement rien. C'est la répétition du même. Une monotonie extrême, qui est sublime, mais qui est monotone, complètement monotone. Et donc on avance comme ça, toujours le bruit des skis qui raclent la glace. Des fois c'est blanc et bleu, des fois c'est blanc et blanc, on n'y voit rien. Et donc on réapprend à s'ennuyer. Et en fait on se rend compte d'à quel point la vie moderne nous assaille, nous aliène avec toutes ces notifications, tout ce bruit, toute cette machine à laver, toutes nos actions qu'on fait. Je regarde mon emploi du temps quotidien, c'est la course en permanence. Au Groenland, on est confronté quelque part, dans ces expéditions, à soi-même. Et ça, c'est une expérience qui peut être troublante à notre époque. Ça, c'est le premier apprentissage. Donc on a continué
Groenland, c'était 2018. 2019, je ne vais pas m'attribuer ce succès parce que je n'y étais pas, mais mes 2 camarades ont quelque part repris cette méthode à leur compte. N'y connaissant rien à l'alpinisme, ils se sont préparés et 1 an après, ils ont gravi l'Aconcagua. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais l'Aconcagua est un sommet en Amérique du Sud, le toit des Amériques, en quelque sorte, qui culmine à presque 7000 mètres. Il n'y a pas de difficulté technique particulière. En revanche, c'est l'expérience de l'altitude, de la privation d'oxygène, de la tactique de montagne. Est-ce que je monte doucement et mon corps s'accoutume doucement pour arriver en haut? Est-ce qu'au contraire, je fais des zigzags, c'est-à-dire je pousse très loin, je m'acclimate, je reviens, puis je pousse très loin et ainsi de suite? Toute une réflexion pour laquelle ils ont consulté des experts en France et ensuite ils se sont lancés en autonomie à l'assaut de l'Aconcagua pour finalement arriver en haut avec de belles histoires et de beaux apprentissages, mais sur lesquels je ne m'atteindrai pas parce qu'on n'a pas toute la journée malheureusement et on veut parler plutôt de Laponie nuit polaire. Donc Laponie nuit polaire, c'est l'expédition dont vous avez vu la bande-annonce et le petit micmac en régie qui vous a montré une image très sombre et très dure se relie à cette expédition en quelque sorte. Donc là, c'était une idée quelque part, une idée un peu folle. Celle-ci, c'est moi qui l'ai apportée. C'est l'idée, en fait, de vivre l'expérience de la nuit pendant 3 semaines. C'est-à-dire d'atteindre le point le plus au nord de l'Europe, en partant de la ville la plus froide d'Europe, au cœur de la nuit polaire. Ça, c'est l'ambition de cette expédition. Je vais vous en dire un peu plus sur la prochaine image, sur le déroulé de l'expédition. Donc, vous voyez qu'au Groenland, on était vraiment là, sur le cercle polaire arctique. Et Laponie, on se retrouve ici, donc en Europe, principalement en Norvège, on va dire. Mais quelques centaines de kilomètres au nord de ce cercle. Donc plus au nord que la dernière expédition. On part après Noël, après avoir fêté Noël en famille. On fête le Nouvel An dans la Pampa. Et on part de Karasjok, vous voyez, qui est la ville la plus froide d'Europe, avec un triste record de moins 52 degrés. Donc des températures encore plus froides qu'au Groenland. Et il fait nuit à peu près 20 heures par jour. Donc il y a 4 heures de lueur blafarde, vous verrez quelques images, et le reste du temps, c'est une nuit assez poisse. Évidemment, potentiellement des aurores boréales, quelques-unes, c'est la cerise sur le gâteau. Et l'expédition, elle se décompose en 3 temps. Première qu'on a intitulée poétiquement la région aux 1000 lacs. C'est-à-dire une plaine avec des forêts et une constellation de petits lacs glacés sur lesquels il faut naviguer. Donc avec des risques évidemment, une appréhension particulière puisqu'il ne s'agit pas de passer à travers le lac avec 90 kg de poids dans son traîneau. Ensuite, il y a la traversée assez périlleuse d'un massif montagneux, donc là du dénivelé et des choix un peu difficiles à prendre, que je vous exposerai. Et puis ensuite, ça fonce dans les couloirs jusqu'au paroxysme de l'expédition, en quelque sorte, qui est la traversée d'un bras de mer pour atteindre l'île du Cap Nord. Et parce que j'aurais dû dire ça, le Cap Nord est sur une île. Il est sur une île, et donc il a fallu, quelque part, traverser ces quelques kilomètres de mer, de nuit et sans assistance. C'est-à-dire qu'en fait, on a emmené des bateaux avec nous, qu'on a baladés pendant toute l'expédition, pour les gonfler, transbahuter notre matériel et traverser jusqu'au Cap Nord. C'était une expédition complètement inventée, de A à Z, et qu'on a présentée d'ailleurs à des bataillons de chasseurs alpins de l'armée qui vont s'entraîner dans ces expéditions, et qui avaient peine à y croire. Mais bon, finalement, on a quand même réussi. Et finalement, le Cap Nord, donc tout au nord. Donc, ce que je vous propose pour les 3 quarts d'heure qui nous restent, c'est de vous raconter l'histoire de cette expédition sur ces 3 grandes phases, en insistant sur ce que nous, on a vécu, ce qu'on a ressenti, et les apprentissages très ordinaires, très quotidiens qu'on peut en tirer, potentiellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, c'est parti. C'est parti. Et ben, la première étape, c'est la désillusion. Ça commence par là, c'est-à-dire que c'est la vidéo que vous avez vue, c'est qu'on imagine qu'on va faire environ 16 km par jour, c'est un peu notre moyenne. Et là, premier jour, on en fait 4, deuxième jour, on en fait 6, troisième, on en fait 10. C'est dans une branche là, non?
Voilà, donc on est là-dedans. C'est des extraits qui sont courts, hein, mais il y a un film complet qu'on présente à des festivals, et ça, ce sont des extraits du film. On pourra vous le partager potentiellement. Donc voilà ce qui se passe quand on arrive. C'est un mur directement. On est confronté au noir complet, à la forêt, à une neige poudreuse qui nous monte jusqu'ici. Et en fait, on trime, quoi. On laboure pendant des heures et des heures. Et là, le rêve se brise face à la réalité. Ça, c'est les 3-4 premiers jours de l'expédition, c'est vraiment comme ça. Les difficultés s'accumulent. Donc ça, c'est l'image suivante qui montre que juste après, on est frappé par la maladie de l'un d'entre nous. Donc déjà, on est en retard et ensuite, il y en a un qui tombe malade. La maladie de Maxime. Donc ça, c'est des moments qui sont quand même assez intenses. Donc on a une hotline avec l'IFREMONT, qui est l'institut de montagne en France, et qu'on appelle avec téléphone satellite quand on a des problèmes. Ils nous ont conseillé, ainsi de suite. Et le malheur, c'est qu'en fait, c'est moi qui suis parti de France. J'étais malade au début de l'expédition, et 3 jours après, boum, Maxime, il prend la maladie. Donc des moments très très difficiles, en réalité, à vivre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend son traîneau. Donc avec Thomas, on passe de 75 kg pour cette expédition à peu près 150 kg à porter. On essaye de lisser ce moment de faiblesse et de continuer à avancer. Et là, on met en œuvre ce qu'on appelle de manière triviale la solidarité. Ça, c'est un premier apprentissage. Qu'est-ce que c'est que la solidarité pour nous, les engagés? C'est la confiance et le don. C'est-à-dire que quelqu'un va se retrouver dans une situation de faiblesse et moi, je vais l'aider sans attendre en retour qu'il m'aide immédiatement. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai porté sa poulka pendant 6 heures que juste après, quand il ira mieux, je dis tu portes la mienne. Voilà. Ça, c'est la première chose. C'est don de soi. Par contre, c'est aussi confiance. C'est que je sais que Maxime, s'il m'arrive quelque chose, pas forcément la même chose, pas forcément demain, mais lui, il va intervenir dans des proportions que j'ignore, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. On donne, il y a de la confiance, et il n'y a pas de création de dette. Il n'y a pas de création de dette. Et en fait, la solidarité, telle que je la vis aussi dans la vie quotidienne et en entreprise, c'est à la fois quelque chose d'humain, voilà, et c'est à la fois quelque chose qui relève de la performance. J'ose ce mot. L'humain, parce que ce qu'on fait dans la vie, c'est suffisamment dur pour ne pas être encore plus dur les uns avec les autres. Donc traverser la Laponie, c'est déjà en soi un défi, donc on ne va pas en plus s'en rajouter, entre guillemets. Donc humanité. Et deuxième chose, c'est performance. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'armée ou dans ces milieux-là. C'est le camarade, il peut plus, mais il faut que la mission, elle continue. Il faut que l'entreprise avance. Ça, c'est sûr. Et donc, être solidaire, c'est aussi de l'excellence opérationnelle. C'est aussi de la performance. C'est aussi ce qui fait qu'on continue à avancer. Typiquement, quelqu'un qui est fatigué, ok, je me pose pas de questions, je lui prends 20 kilos parce que je vais un peu mieux. Et en fait, la vitesse moyenne de l'expédition, elle augmente. Et donc, on avance davantage. Donc ça, c'est vraiment cet aspect de solidarité qu'on essaye de mettre en œuvre. Alors, c'est pas toujours facile parce que c'est aussi bête que ça. On a la flemme, hein. Chacun a ses bobos, chacun a ses difficultés. Donc, en prendre encore plus, c'est pas toujours facile. Mais quelque part, il le faut pour ces 2 raisons. Ces 2 raisons. Donc ambiance, ça ce à quoi ressemblaient les journées en quelque sorte. Donc quelque part on peut se dire pourquoi la nuit? Pourquoi ces 3 zigotos ont été se mettre dans un frigo sans lumière pendant 3 semaines? En fait la nuit c'est quelque chose qu'on a du mal à appréhender, je pense, dans notre quotidien, qu'on refoule. Il y a de l'éclairage public, quand on est enfant on met une veilleuse. Quand il fait nuit, on ne va pas aller se balader tout seul sans lanterne, on va plutôt être à la maison, on met des lumières qui sont chaudes et c'est quelque chose qui en fait, c'est la moitié des 24 heures, c'est la nuit en moyenne, et pourtant c'est quelque chose de très peu présent dans nos vies et qu'on va chercher à mettre dans un coin et à ne pas affronter. Nous, on voulait quelque part vivre cette expérience de la nuit
et essayer de la maîtriser, de l'appréhender, de la ressentir d'un point de vue psychologique, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire comment on vit le fait d'être plongé dans la nuit, et aussi d'un point de vue physique, d'un point de vue du projet, quoi. Qu'est-ce que ça suppose de mener sa barque dans la nuit la plus totale? Et ça suppose beaucoup de choses. Ça suppose, en fait, là, quand vous voyez, donc en l'occurrence, c'est moi qui suis le premier, en fait, j'ai ma boussole qui est juste là, et toutes les minutes, je regarde ma boussole et mon azimut avec ma lampe torche pour vérifier que j'avance correctement, parce que je ne vois pas à plus de 30 mètres, en quelque sorte. Donc il y a vraiment une exigence sur la topographie, l'analyse du relief, l'itinéraire qui est renforcé avec la nuit, ça c'est clair. La deuxième chose sur la nuit, c'est qu'il faut quand même s'éclairer, hein, sinon on n'est pas des chats. Donc ça suppose en fait de calculer nos besoins énergétiques de manière très 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 précise et de les gérer avec parcimonie. Donc là, c'est comme si on était des banquiers, on fait un Excel et on calcule avec des hypothèses nos besoins énergétiques, on espère qu'on tombe correctement. Besoins énergétiques qui sont renforcés par le fait qu'on tourne un film de nuit, avec l'humidité et donc un matériel spécifique. Et vu qu'on n'avait jamais tourné de film, c'était aussi un autre défi particulier que Thomas, pour le coup, le créatif du groupe, a repris à son compte pour sortir le film Nuit polaire, qui aujourd'hui est dans certains festivals. Donc c'est ça, en fait, le pourquoi de la nuit, et on ne regrette pas de l'avoir fait, mais on ne le referait pas non plus demain non plus, ça c'est sûr. La prochaine image est plutôt une anecdote pour montrer que rien ne se passe bien dans ces expéditions. En fait, c'est le principe d'une expédition. La seule rencontre humaine qu'on ait faite, c'est celle d'un fermier, d'un éleveur de rennes. Il avait un troupeau de 3000 rennes et il nous a croisés en motoneige. Et le gars s'arrête juste devant nous et sa motoneige prend feu. On peut montrer la vidéo, c'est ahurissant, elle commence à couler dans la neige parce qu'elle prend feu. Donc au début, on est tous les trois à marcher comme ça, il fait moins 30 et on le voit. Moi, la première chose que je pense, c'est bon, il arrive, ça va nous faire perdre du temps. Parce qu'on était hyper en retard, c'est ce que je me dis, il va nous embêter. Puis il descend et on voit une petite fumée. Et tout de suite, on commence à mettre de la neige dedans pour l'éteindre et petit à petit, le feu devient un flambeau, un brasier. Et voilà, et sa motoneige coule. Donc, grand moment d'absurdité. Et donc, on lui demande, ils parlent tous très bien anglais, les Norvégiens. On demande, we are going to Cap North. Do you think it's possible? We are late. Et ça, il fait, it may be possible. Donc là, bon, peut-être, on va voir. Au début, là, on n'en est pas, c'est pas encore gagné. Là, c'est la deuxième phase de l'expédition. Donc, on se retrouve juste avant le cercle en pointillé, franchit la région des 1000 lacs, et en fait, on a déjà 3 jours de retard sur une expédition qui fera 18 jours en tant que telle, donc c'est catastrophique. Alors, on va pas se mentir, c'est catastrophique. À ce stade, le doute, il est omniprésent, et on a réagi de 3 manières. La première, c'est qu'on a continué à y croire. On raconte souvent cette anecdote, mais Maxime, il m'a demandé... mon surnom, c'est Capo, caporal, mais bon, peu importe. Il me dit, Capo, est-ce que tu penses qu'on va arriver au Cap Nord? Quelles sont nos chances d'y arriver? Moi, je lui dis, je suis sûr qu'on va y arriver. J'y croyais pas forcément, mais j'ai affiché quelque part une confiance, même si j'y croyais pas. Et Thomas, pareil, aussi. Et là, lui, à son niveau, ça lui a redonné une énergie qui était assez forte et une confiance en l'avenir. Et en réalité, c'était pas mensonger, même si on avait un doute. Les possibilités de réussir étaient encore assez fortes. Il nous restait 15 jours, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et je pense qu'en situation de crise, il ne faut pas, c'est à chacun de voir, mais il ne faut pas masquer les difficultés, il ne faut pas mentir les uns les autres, il faut avoir un même niveau de connaissance. Donc on avait tous le même niveau de connaissance sur la gravité de l'expédition. Par contre, quand on est potentiellement en relation en responsabilité et des choses comme ça, il faut garder le cap et continuer à maintenir la confiance, quoi, tant que ce n'est pas complètement perdu. Ça, c'est la première manière dont on a réagi. On n'a pas renoncé. La deuxième, c'est, on ne va pas non plus être complètement buté, on va se remettre en question. Donc, remise en question stratégique, totale. C'est-à-dire que, comme dit Coluche, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur.
Donc là, on a décidé de changer d'itinéraire complètement. Donc on était censé passer par les plaines et on a dit bah, on va prendre la montagne. Pourquoi? Parce que en fait, les plaines, il y a des forêts, il y a des lacs. Ça nous prend énormément de temps de les traverser. Alors certes, la montagne, ça monte et on a 75 kg. Par contre, ça souffle et la neige, elle va peut-être être comme au Groenland, assez plate. Et du coup, on va avancer 2 fois plus vite. Il faut savoir que quand vous avez de la poudreuse comme ça, vous faites 500 mètres par heure. Alors que quand vous avez une neige qui est bien dure, vous pouvez faire du 3 km/h. Bon, donc c'est 6 fois plus rapide. Forcément, l'expédition, ça change assez rapidement. Donc ça, changement stratégique, pivot stratégique. Et ensuite, je dirais, pivot tactique. Donc c'est plus au niveau du quotidien, se remettre en question, réduire les heures de sommeil, mieux fonctionner en équipe, se répartir les rôles et être plus efficient, être plus performant, être meilleur au niveau opérationnel. Donc là, c'est là que la chasse aux minutes a commencé, qu'on ait vraiment commencé à travailler comme une machine. Un groupe devient une machine, c'est-à-dire c'est toujours le même qui fait le petit-déj, toujours de la même manière. Dès qu'on se lève, on allume le réchaud, on fait de cette façon. Les pauses, c'est 10 minutes et on part aux 10 minutes et ainsi de suite. À chaque fois, 1h30 et ainsi de suite, on tourne. Bref, on devient... Ouais, c'est comme dans l'industrie. Si à chaque fois que vous faites quelque chose, il y a une variabilité, vous n'allez jamais vous améliorer. Donc quelque part, c'est le standard, la répétitivité des actions et l'amélioration continue, donc gagner des minutes par-ci par-là, qui fait qu'on s'en sort mieux au niveau tactique et qu'on gagne des minutes qui vont faire des heures et des jours à la fin de l'expédition. Voilà, c'est ces trois choses qu'on a vécues. La première, garder confiance. Garder confiance et ne pas baisser les bras, malgré les difficultés. La deuxième, se remettre en question au niveau de la vision, au niveau stratégique et pas hésiter à sortir des sentiers battus. Moi, j'avais fait l'itinéraire, j'avais passé une semaine, on s'était dit on passe dans un fuseau et j'ai dû accepter qu'on ne fasse pas ça, hein, quelque part. Donc, on était déjà engagés, mais donc c'est pas non plus si facile. Et ensuite, quelque part, se mettre la rate au courbouillon et être performant, quoi. C'est la grande différence entre les expéditions et le voyage. C'est que les expéditions, en fait, c'est quelque part un jeu de contraintes et vous essayez de faufiler votre volonté dans ce jeu de contraintes. Je dis bien faufiler parce que ces contraintes, elles sont plus grosses que vous. Donc, quelque part, il faut chercher à les éviter et non pas à leur imposer votre volonté de face de manière brutale. On ne peut pas imposer sa volonté à une tempête, potentiellement, à des choses comme ça. Il va plutôt falloir être malin. Voilà, c'est ça qu'on a vécu. Et maintenant, je vous propose de montrer quelques vidéos du résultat. Donc, vous allez voir une avancée un peu plus fluide, moins heurtée, moins saccadée. Qui a vu l'étoile filante? Ça fait partie des moments d'émerveillement. Et effectivement, dans ces expéditions, c'est difficile, c'est sûr. On trouve beaucoup de bonheur dans l'effort collectif, la réussite, la camaraderie, être ensemble et réfléchir à tout ça et continuer à avancer. On trouve aussi beaucoup de bonheur et beaucoup de satisfaction devant le sublime, c'est-à-dire de ne pas avoir à communiquer entre nous, mais vivre la même émotion très très forte face à cette nature, qu'elle soit magnifique et douce avec les aurores boréales ou qu'elle soit parfois brutale avec des tempêtes et des choses comme ça. C'est vraiment un sentiment quelque part d'écrasement et de sublime qu'on peut vivre dans ces territoires ou qui peut nous saisir quand on contemple un grand panorama ou qu'on est au sommet d'une montagne ou dans ce type de situation. Je pense que tout le monde l'a vécu. Et là-bas, en quelque sorte, on est servi. Je vous emmène sur le paroxysme de l'expédition, à moins que vous ayez déjà des réactions ou des questions sur ce que vous venez de voir. Si vous voulez me couper, n'hésitez pas, ça sera même un plaisir. Ah, il y a une question, oui.
Alors, est-ce qu'on a essayé de marcher sans lumière dans la nuit? Je retranscris pour nos auditeurs. Non, parce que c'est trop dangereux. Parce que tout de suite, on dévie, en quelque sorte. Et pourquoi d'autre? C'est déjà pas mal. Et aussi parce que la visibilité était très basse, en fait. On n'a eu que 3 jours sans nuages. Voilà. Et donc que 3 jours avec des aurores boréales. Le reste du temps, il y avait une couverture nuageuse qui était très forte. On le dira un peu plus tard, mais ça faisait une vingtaine d'années que la Norvège n'avait pas vu des conditions aussi catastrophiques. Le Cap Nord était en couvre-feu. Voilà, il y a eu vraiment beaucoup de tempêtes, beaucoup de précipitations. Donc la marche aux étoiles aurait pu être une réalité. Elle n'a pas pu l'être. En revanche, quand on est devant, quand on est le premier qui marche, les autres suivent parce qu'ils s'insèrent dans le sillon. Le premier, c'est quelque part celui qui prend dans les cuisses et qui prend pour les autres, qui trace, comme on dit, c'est l'éclaireur, c'est celui qui a raison, c'est celui qui guide. Lui, il est plein phare, potentiellement. Par contre, les autres, ils sont en veilleuse. Donc, ils voient quasiment rien, les autres. Ils avancent dans les traces pour économiser. Voilà. Donc, on vit quand même beaucoup de nuits. Merci pour... Ouais. Il va y avoir, Valentin, d'autres questions via, évidemment, le public qui est présent. D'ailleurs, Claire prend la parole dans un instant, mais aussi les internautes qui nous regardent sur la chaîne Twitch. Claire, à mes côtés, du 85. Claire, quelle est votre question pour Valentin? Valentin, merci d'être là. Ma question, c'est est-ce que vous aviez peur ou pas? C'est une question. La nuit, par exemple, des ours polaires ou des choses comme ça. Comment vous étiez équipé par rapport à ça? C'est une bonne question. Ouais, on a eu peur. Groenland, donc il y a un risque d'ours polaire. Donc on avait un fusil qu'on avait acheté à un Inuit, en l'occurrence. Là-bas, c'est un territoire de chasse, donc tout le monde a des armes. Donc on a acheté un fusil contre les ours à un Inuit qu'on a revendu de l'autre côté du Groenland. C'est complètement le Far West, là-bas. Et en fait, oui, la peur s'installe rapidement avec l'imagination. Donc sur le Groenland, à un moment, donc vous avez vu dans la vidéo, il y a un petit renard. Et en fait, on s'est dit, on est au milieu du Groenland, normalement, il n'y a pas de vie. C'est un grand désert, le Groenland. Il n'y a vraiment pas de vie au milieu de cette calotte glaciaire. Les Inuits n'y vont pas parce qu'il n'y a pas de gibier, il n'y a rien. Et là, on a vu ce renard. Et on s'est dit, en fait, la possibilité de l'ours est réelle. Et donc là, la peur est montée. Comme quoi, la peur est vraiment liée intimement à l'imagination, je pense. Et à partir de ce moment, on a changé les règles d'ouverture du feu, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir le chargeur sur l'arme, bon, la munition pas en chambre, mais avec l'arme qui était sortie dans la tente. Voilà. C'est vraiment des réactions, un peu des protocoles qu'on met en place. Et au niveau de nuit polaire, la peur, c'était plutôt, donc on va y venir sur la traversée, qui vraiment nous a été très anxieuse pour certaines raisons qui sont évidentes, de tomber à l'eau, plutôt de la faune marine, on va dire. Parce que voilà, quand on est sur l'eau, on ne sait pas trop ce qu'il y a en dessous. En plus, là-bas, il y a des orques. On a vu une otarie au loin et on s'est dit, si elle vient, elle va crever nos bateaux, des choses comme ça. Donc ça, c'est des moments un peu de peur. Et après, je me souviens qu'une nuit, j'ai pas dormi parce que j'entendais un bruit à l'horizon qui était, des gémissements. Je me demandais si c'était un ours ou des choses comme ça. Mais la peur vient de l'imagination. Pour moi, elle est saine. Parce qu'elle peut conduire à mettre en place des actions, des protocoles qui vont faire que le risque va pas se manifester et aussi elle stimule. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Oui, on a peur dans ces expéditions, ça c'est sûr, à certains moments. Et d'ailleurs, il vaut mieux, parce que des fois ça évite de faire des bêtises. Notamment, je me souviens, donc, sur la dernière partie de l'expédition, il y avait vraiment un risque d'avalanche très fort. Et à un moment, Thomas a pris peur de ce risque d'avalanche. Il a dit, on stoppe le groupe, là on arrête, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi, alors qu'on avait décidé d'y aller 15 minutes avant, quoi. Et on était en zone d'avalanche. Et là, en fait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce qu'on cède à cette peur ou est-ce qu'on la rationalise? On a décidé de la rationaliser en analysant les avalanches qu'il y avait eu la veille. Donc il y en avait eu 13 sur l'île, en faisant à peu près une estimation du nombre de kilomètres de pente avalancheuse et en se disant, en fait, il y a une chance sur 1000. Voilà. On prend la chance. On rationalise cette peur. Donc, mais, néanmoins, cette réflexion est saine. Et son origine est la peur.
Donc pour moi, c'est effectivement ne pas céder à la peur, par contre prendre sa cause au sérieux et apporter une réponse rationnelle et pragmatique, en quelque sorte. En entrepreneuriat, c'est pareil, la peur de l'échec, elle est permanente. Et elle peut se transformer en anxiété et vraiment peser sur la réussite du projet. Alors comment on la rationalise avec ses associés et ainsi de suite, c'est pareil. Ils vont pas fâcher là. Tu vois notre emplacement magnifique. Oh. Il prend une photo de ça, c'est juste n'importe quoi. Oh putain les gars, j'arrive plus à marcher quoi. C'est normal, moi non plus. J'ai trop mal au dos. Allez, on va comme ça de ta photo. Donc, ces vidéos sont brèves, la séquence est bien plus détaillée, étoffée dans le film, c'est juste pour montrer l'attelage. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On est arrivé au bord du rivage, et la première chose qu'on a fait, c'est crever nos bateaux. Ça, c'est pas de chance. Enfin, c'est pas de chance, c'est une erreur humaine qu'on voit pas dans la séquence, mais qui a été filmée néanmoins. Et en fait, on se met à l'eau avec plein d'enthousiasme parce qu'on avait réussi à rattraper notre retard. Là, on est arrivé avec 1 jour d'avance, en fait, à la rive qui nous sépare du Cap Nord. On était ultra confiants. Et après, il restait 35 km. Pour nous, c'était gagné, quoi. Et donc, on s'est dit, on va se mettre à l'eau ici. C'était pas la zone de mise à l'eau la plus favorable, mais bon, pas grave, on avait la flemme. Et on s'est dit, on va faire plus de mer que ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire qu'on avait prévu 2 km de mer, on s'est dit on va en faire 7 parce qu'on a le temps et on veut tenter vraiment cette expérience. Donc l'euphorie, l'excès de confiance en quelque sorte, qui a mené à un désastre immédiat. Et ça, c'est toujours comme ça que ça se passe dans ces expéditions. L'erreur vient de l'excès de confiance et du manque de lucidité. Et là, ça a été particulièrement parlant. Une erreur qui a été faite par l'un d'entre nous. C'est-à-dire qu'on s'est mis à l'eau et on a commencé à pousser sur les bas-fonds parce qu'il y avait du courant et on n'avait pas à se mettre à l'eau. Et vous voyez, c'est comme une marée basse en Bretagne, hein. Il y a des rochers qui affleurent et ainsi de suite. Et on poussait, la marée nous repoussait, nous ramenait vers notre point de départ. Et à un moment, Thomas, il a pris un piolet. Donc un piolet, c'est une pioche pour l'alpinisme qui sert à cranter de la neige et à avancer et en même temps à fixer sa tente. Et il a poussé sur les fonds et il a crevé 2 bateaux avec la pioche du piolet. Ah, c'est gagné. Sur l'eau glaciale, c'était génial. C'était génial. Et dont mon bateau. Donc là, je le regarde, je fais pas grave crevé, accostage et tout. Donc on essaye d'accoster. Évidemment, on mouille nos chaussures dans l'eau gelée. Donc elles n'ont jamais séché jusqu'à la fin de l'expédition. Et là, grosse remise en question. On a 2 bateaux crevés. Il faut qu'on traverse, sinon on va pas y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et là, la première chose qu'on commence à faire, c'est on se dit comment on va les réparer, ces bateaux. Et on regarde, on n'a pas les notices, évidemment. Donc, personne n'emmène les notices, donc on savait pas les réparer. Donc on était dans la panade. Depuis, j'ai monté une entreprise qui vise justement à résoudre ces problèmes avec un guide technique avec QR code et stockage du guide technique dans le téléphone hors ligne. Donc voilà, ça marche pour l'industrie, l'armée et l'aventure en quelque sorte. Mais donc on appelle notre homme au sol qui appelle le fournisseur, qui nous dit comment les réparer, et ainsi de suite. Et là, le principal apprentissage qu'on en a tiré, c'est comment réagir face à l'erreur d'un membre de l'équipe quand cette erreur est grave. Quand elle est sérieuse, quand elle met en péril un projet qu'on a porté avec nos tripes, pour lequel on a déjà beaucoup souffert et qu'on voyait proche de le saisir, quoi. Il était juste là, quoi. Et là, Thomas, sur une bêtise, une bêtise, mais vraiment une bêtise, hein, tout ça s'effondre, quoi. Tout ça s'effondre, donc l'ascenseur émotionnel. Donc, nous, on a beaucoup discuté de l'erreur, les engagés, parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs au Groenland, les uns après les autres. Et en fait, on a une approche qui est assez simple. Il y a toujours 2 composantes à l'erreur. Il y a la composante individuelle et la composante collective. Et en fait, on place le curseur entre les deux. C'est-à-dire que la composante individuelle, là, c'est Thomas qui a crevé le packraft.
et on pourrait le blâmer pour ça complètement et dire c'est lui l'erreur. Il y a aussi la composante collective, qui est qu'on n'était pas censé se mettre à l'eau à cet endroit-là, qu'on a choisi de le faire, qu'on ramait tous, qu'on était dans l'excès de confiance et que c'est aussi Maxime qui lui a dit prends le piolet. Voilà, accessoirement. Voilà. Mais je pense que quand on est manager dans une équipe, dans une boîte, c'est toujours la même chose. Il y a toujours un contexte d'équipe qui a amené à la faute et puis après, il y a celui qui fait la faute. Il serait tout aussi injuste de dédouaner la personne qui a fait la faute, parce qu'elle a quand même une responsabilité individuelle, et de mettre tous sur le collectif en mode bisounours, si j'ose dire, parce qu'après, tout le monde fait des erreurs, on n'avance pas et la responsabilité n'est plus présente. Et en même temps, ça serait aussi complètement injuste et contre-productif de charger la personne en tant que telle et d'en faire une tête de turc. Voilà. Donc nous, on a un peu une approche entre les deux. Et après, de responsabilité, c'est-à-dire que c'est aussi celui qui a fait l'erreur qui va chercher à la corriger, à être en leadership sur sa correction. Donc là, Thomas a réparé l'EPACraft pendant la nuit et ainsi de suite. Il faut dire qu'il a une grosse expertise en matière de crevaison, vu qu'il avait déjà crevé 2 de ses tapis de sol, plusieurs choses. Thomas est un peu l'étourdi du groupe, on a tous nos défauts et nos qualités. Et donc voilà, donc il a fait ça, il les a réparés. Et donc le lendemain, on se relance à l'assaut de ce bras de mer, quand même pas très très serein, parce que dans une eau comme ça, on ne peut pas rester très longtemps. Hein, donc nos EPACraft, il y en avait 2 qui étaient crevés avec des rustines. En plus, le matin, pas de chance, on subit une sorte d'intoxication à l'essence. C'est-à-dire qu'il y a de l'essence qui avait fui dans nos rations, et donc on a bu, on a pris un petit déjeuner avec de l'essence. Donc en fait, l'essence, quand on boit de l'essence, c'est des remontées gastriques, et on a vraiment une haleine d'essence, c'est très très désagréable, et ça remonte comme ça, c'est horrible. Du coup, on n'était pas bien, il neigeait, on a décidé de se lever à 3 h du matin pour réussir cette traversée, parce qu'après il y avait la tempête, donc en plus on était en fenêtre limitée, et on s'est lancé, il faisait nuit noire. Et finalement, on y est arrivé. Vraiment, c'était un effort éreintant. On était au bout de nos vies, faut le dire. On a vraiment tout donné. C'est pour ça, quand on arrive sur la berge, on titube, on a les pieds gelés parce que les chaussures étaient mouillées de la veille, et ainsi de suite. Mais on a réussi à le faire, malgré le courant qui était quand même assez fort, et en se coordonnant. C'est-à-dire que déjà, la décision de traverser, elle n'était pas complètement absurde. Notre attelage était bon. On avait consulté des gens qui étaient des professionnels en franchissement aquatique, des gens qui avaient organisé le raid Gauloise, des choses comme ça. Donc notre attelage, il était bon. Les 2 ailiers, celui au milieu qui donne le cap et qui dit bah toi plus à droite et ainsi de suite, et un gros effort collectif. Et on arrivait à l'autre bout. On a perdu un ski qui est au fond de la mer, mais c'est pas grave parce qu'on avait des skis de rechange. Évidemment, on prévoit en rechange les éléments critiques de cette expédition. Voilà. Donc ça, c'est la traversée. Pour moi, son principal apprentissage, tel que je le retiens, c'est vraiment comment on réagit personnellement, comment on se positionne par rapport à l'erreur d'autrui et comment on réagit quand nous, on fait des erreurs. C'est ça. Donc on finit par arriver, hein. On traverse. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous, on s'est mis à l'eau en quelque sorte ici, là, tac, et on a fait tout ça là, et on est arrivé là. Alors qu'on était censé arriver là, mais le courant était trop fort, et on est arrivé là, malheureusement. Donc voilà, on a dû se réarticuler évidemment. Et là, c'est la dernière phase de l'expédition, donc on est à 0 jour d'avance, on est pile poil dans le planning, et on se dit on va y arriver, il reste 35 km. Et malheureusement, c'est aussi un message de vie. C'est souvent quand on croit que les choses sont simples, qu'on les touche du doigt, bah c'est là que c'est le plus difficile. Et les entrepreneurs, on dit oui, on va signer le contrat, et puis bam, ça se passe pas, quoi. C'est souvent des choses comme ça, ou alors on croit que ça se passe bien dans une relation, puis boum, au dernier moment, il y a des échecs ou des choses comme ça. Et donc, il faut garder sa vigilance jusqu'à la fin. Et en fait, c'est sur ce dernier tronçon qu'on a eu les plus grosses difficultés. Donc là, je propose de regarder quelques images et j'en tirerai de modestes enseignements. Donc là, on arrive, on prépare notre tente. Voilà, on la protège parce que la tempête arrive. On empile de la neige autour pour la protéger des vents.
Le lendemain, on a bien fait de la protéger parce qu'elle ressemble à ça. Donc voilà, c'est de l'archéologie. On comprend toute la rigueur qui est exigée de ces expéditions parce que si vous avez laissé quelque chose dehors, bah, c'est fini. Quoi. Si c'est votre boussole, c'est quand même un peu dommage parce que bon, on ne peut pas emmener non plus 10 boussoles. Et ça, c'est aussi des savoir-faire bien particuliers parce que dedans, dans la tente, évidemment, l'air ne circule pas. Donc, quand on cuisine, monoxyde de carbone et ainsi de suite, beaucoup de protocoles à respecter à l'intérieur de la tente. Donc, on sait, déjà, quand on se réveille comme ça, on sait que la journée va être difficile. Sachant qu'il y a 300 mètres de dénivelé pour arriver en haut, on sait que c'est difficile. C'est à ça que ressembleront les 35 km qui nous séparent du Cap Nord. Donc des conditions assez difficiles pour s'orienter et aussi plutôt risquées en termes de conduite quotidienne. Parce que sous ces conditions, il y a toujours le dilemme, est-ce qu'on plante la tente parce qu'on a froid, parce que c'est risqué, parce que l'hypothermie, parce qu'on va se perdre, parce qu'on va tomber sous une avalanche, ou ainsi de suite, est-ce qu'on s'arrête? Et en même temps, si on fait ça, on n'avance pas. En même temps, si on fait ça aussi, la tente risque de s'envoler et c'est pire, quoi. Parce que les vents sont trop forts. Donc là, des dilemmes de groupe assez difficiles à trancher, pour lesquels il n'y a pas en fait de bonne réponse, si ce n'est que de décider. Des fois, dans des situations comme ça, on en a retenu, c'est la seule mauvaise décision, c'est de ne pas prendre de décision. On est dans la tempête, on a dit on avance et ainsi de suite. En fait, la mauvaise décision, c'est de décider d'avancer alors qu'on n'y croit pas, tout simplement. Mais décider d'avancer alors qu'on y croit et qu'on va être soudé, qu'on va mettre les moyens pour y arriver, c'est une bonne décision. Tous décider de planter la tente parce qu'on y croit, c'est aussi une bonne décision. Parce que personne ne va lâcher la tente et on y croit tous. Par contre, s'il y en a un qui n'y croit pas parce qu'il veut avancer et qui lâche le truc parce qu'il n'est pas dedans, qu'il n'est pas engagé dedans, là, ça devient une mauvaise décision. En fait, je pense qu'en termes... Il y a évidemment des décisions débiles, mais dans les dilemmes vraiment difficiles, et dans la vie personnelle, je pense que c'est pareil, la seule vraie mauvaise décision, c'est celle à laquelle on croit à demi-mot, potentiellement. Et donc, on ne va pas atteindre l'objectif, parce qu'en conduite, en exécution, on n'y a pas suffisamment cru pour aller au bout de ça, quoi. Ça, c'est vraiment le message, l'enseignement qu'on a retiré, on en reparle souvent, c'est... Qu'est-ce qu'on aurait dû faire à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait une mauvaise décision? On en arrivait à cette conclusion que non, il n'y avait pas de mauvaise décision pourvu qu'on soit d'accord. Pourvu qu'on soit d'accord, on n'est pas d'accord et on est trois. Donc il y en a un qui ne va pas être d'accord, potentiellement, mais il faut qu'il s'engage quand même et qu'il se rallie à la vision du groupe. Et c'est ça qui est hyper difficile. Et moi, ça m'est arrivé la veille de cette journée-là, c'est-à-dire qu'on avait décidé de planter la tente et moi, je voulais y aller, tout simplement. Et ça a été hyper dur de renoncer à ça, parce que je voyais le chrono qui nous échappait en quelque sorte. Et je pensais vraiment qu'on pouvait y arriver, et mes deux camarades ont dit non, on plante la tente, il y a la tempête et ainsi de suite. Et j'ai dû faire contre mauvaise fortune bon cœur et me rallier à cette décision. Sachant qu'on se connaît tous, je me connais aussi un peu, je sais que renoncer à certaines choses, c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'efforts, surtout quand je me suis engagé. Et pourtant, dans ces expéditions, comme dans la vie, il faut savoir parfois renoncer à certaines choses pour réussir. Attendre le lendemain parce que c'est plus favorable. Voilà, dans l'agriculture, je pense que c'est que ça, potentiellement. Des fois, je ne suis pas d'une famille d'agriculteurs ou de ce type-là, mais j'ai regardé la conférence, du coup, je
me dis qu'il y a des transpositions et ouais, certes, j'ai envie d'avancer, de faire certaines choses, mais c'est peut-être pas le bon moment pour sortir mon tracteur la nuit parce qu'il y a du vent ou il y a de la pluie, c'est pas le bon moment, pourtant j'ai envie de le faire et peut-être renoncer et ainsi de suite. En entreprise, c'est pareil, des fois, on a envie d'avoir ce client, on a envie de l'avoir, mais en fait, en face, ils y croient pas. Et on va s'épuiser sur ce client, alors que peut-être, cette énergie, on la mettrait sur un autre, ça irait beaucoup mieux, et ainsi de suite. Renoncer pour réussir, c'est vraiment hyper dur, et c'est une preuve de courage, je pense. En tout cas, à mon niveau, c'est quelque chose que j'essaye de m'appliquer. Et donc voilà, le prochain slide, on l'a un peu anticipé, c'est l'arrivée au Cap Nord. Finalement, on réussit quand même à atteindre ce Cap Nord, ensemble. Dans des conditions de vent assez fortes, on va dire. On ne s'entendait pas, on a essayé même d'adresser nos vœux du Cap Nord. On a fait des vidéos alors qu'il faisait très très froid et le rendu était très très négatif, malheureusement. Il y avait énormément de vent. Et en fait, le Cap Nord était censé être notre point d'extraction, voilà, avec une extraction motorisée en quelque sorte. Et il y a eu tellement d'avalanches sur cette partie de la Norvège que ce n'était pas possible de nous extraire. Du coup, on a repris 30 km de plus pour redescendre. Donc ça n'en finissait pas. On a quand même réussi à redescendre, donc plus 34 km de plus. Donc, voilà, donc là, ça montre Honningsvåg, il nous restait 20 km. Et ils étaient difficiles parce qu'on n'avait plus de nourriture, on n'avait plus grand-chose. Et pourtant, le bateau nous attendait en quelque sorte. Nos proches aussi nous attendaient dans une autre partie de la Norvège. On avait prévu de prendre un ferry, de faire 10 heures de bateau et de les rejoindre. Et donc, on avait cette motivation vraiment d'arriver, quoi qu'il en coûte, d'atteindre cet objectif. Et c'est là qu'à 6 km d'Honningsvåg, on est tombé sur les déneigeurs norvégiens. La Norvège, grande nation polaire, premier à avoir traversé le Groenland, premier à avoir atteint le pôle sud, juste avant les Anglais, ils se faisaient la course, qui voit en plein hiver polaire trois petits gars du sud, des Français qui arrivent et qui comprennent pas trop. Donc ils nous ont pris en compte. Ces gens, ils avaient un gros travail. Faut voir là, c'est comme des machines agricoles immenses, mais de déneigeurs qui broient la neige. Et la veille, l'un des leurs avait été emporté par une avalanche, une machine comme ça. Donc nous, ils nous ont proposé voilà, de nous prendre. Ils ne voulaient pas qu'on continue. Bon, c'était contestable en soi, on était à 6 km, mais bon, on était quand même contents. Tu fermes Thomas derrière nous? Salut les Pax. Salut. Tu me dis au revoir? Ah, ça, c'est effectivement notre arrivée avec le chef des déneigeurs. Là, c'est officiellement la fin de l'expédition. Et après, on embarque sur le bateau pour un repos bien mérité. Là, on organise une conférence improvisée sur le bateau. Et sur le bateau, on apprend que la première chaîne de télé norvégienne viendra nous accueillir à 2 h du matin à Tromsø, là où nos proches nous attendent également. Donc là, l'ensemble de nos proches qui nous rejoignent pour nous faire la fête. Et là, effectivement, nous, ce qu'on ressent à ce moment-là, c'est énorme, et c'est aussi ce qu'on a ressenti pendant l'expédition. Nos proches, ils nous manquent, et quelque part, parfois, ils sont aussi inquiets pour nous, et c'est grâce à eux qu'on réussit. C'est grâce aussi au soutien qu'on a, au soutien affectif, au soutien moral, à l'amour qu'ils nous portent, et réciproquement, que dans les moments durs, ça se passe bien, qu'on y va. Et inversement, si cette relation n'est pas cultivée, n'est pas viable, si elle est conflictuelle, si elle pose des problèmes, ça peut aussi mettre en danger l'expédition de manière assez significative. Là, le parallèle du soldat est très très fort, quoi. C'est quelque chose qui est très difficile pour sa famille. En même temps, il ne peut pas non plus tout lui dire de ce qu'il va vivre. S'il a son soutien, le soutien de la famille, c'est complètement différenciant par rapport à une opération, et son chef va être très au courant de si ça se passe bien entre la copine et la copine du soldat et le soldat, si celui-ci est en train de divorcer ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont vraiment prises en compte pour les opérations, en quelque sorte.
J'ai fait beaucoup de retours d'expérience, je peux en faire davantage, mais si vous avez des questions, peut-être peut-être je peux aussi laisser la main. Je ne sais pas quelle heure il est et ce qu'il nous reste en termes de temps. Ouais. De pouvoir échanger parce qu'il y a des questions qui sont arrivées, Super. bien sûr. Donc on s'assoit. Et puis nous, on en a aussi, évidemment, avec Alex. Donc oui, on va s'asseoir. Si on est dans le timing. D'abord, bon. j'ai quand même envie de dire bravo et qu'on vous applaudisse. Moi, je suis impressionnée. J'ai 3 garçons qui sont tous fans de Mike Horn et quand je vais leur raconter ça, voilà, c'est encore plus on leur ramené enverra à la vie le lien du film. C'est une véritable leçon de vie, j'ai envie de dire. Hein. On a bu tes paroles. Enfin, je sais pas si tu me voyais au premier rang, là, avec Cécile, on était là. Impressionnant. Vous étiez encourageant, merci. Mais avec joie, merci beaucoup Valentin. J'ai une question quand même qui me brûle les lèvres. On a parlé de difficulté de prendre des décisions à plusieurs, etc. dans l'adversité. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes engueulé quand même? Est-ce qu'il y a eu des conflits et comment vous les gérez? Alors, on s'engueule jamais, non. Pourtant, il y a des conflits, mais on les gère un peu de la façon dont j'ai expliqué, c'est-à-dire rationnellement, en se ralliant à une position commune, et aussi avec beaucoup d'écoute. C'est-à-dire, comment tu te sens vis-à-vis de cette décision? Qu'est-ce que tu ressens en toi? Est-ce que tu as de la colère? Vous l'aviez travaillé? Est-ce que c'est presque de la communication non violente? Vous étiez préparé à ça ou vous êtes naturellement super fort pour gérer les conflits? On est obligé de le faire. En fait, du coup, on n'a pas un énorme pédigré en termes d'expédition. En revanche, on en a fait 2. On a bien vu ce que ça a donné au Groenland quand on ne se parlait pas sur certaines choses, quand on n'arrivait pas à une position commune. Ça paralyse le groupe. Et aujourd'hui, on se connaît suffisamment pour se dire les choses. Et en fait, effectivement, c'est une écoute active de l'autre et c'est aussi se mettre dans ses bottes, vu que ça n'est tous arrivé au moins une fois. Voilà, donc en fait, en termes de caractère dans l'expédition, il y a Thomas qui est très inventif, très créatif, qui va porter une vision assez nouvelle et parfois qui n'est pas toujours viable en quelque sorte. C'est le pendant de la créativité. Il y a moi qui vais plutôt être côté on avance, engagement, on y met les moyens, on va couper le sommeil, patati patata, avec les risques que ça engendre, évidemment, de trop s'exposer à des événements auxquels on ferait mieux de se soustraire ou de contourner. Donc ça, c'est le pendant de l'aspect un peu trop frontal, trop déterminé. Et puis il y a Maxime qui, lui, est excellent dans l'analyse d'une situation donnée, factuelle, avec des métriques, de réaligner tout le monde, de dire bah, là il nous reste tant de kilomètres, si on avance comme ça, les options c'est ça, il nous reste tant de vivres, patati patata. Ça c'est vraiment génial parce que ça permet de construire et en même temps le pendant de ça, c'est potentiellement quelle est l'initiative face à ce constat, certes très pragmatique. Donc on se complète. On se confronte parfois, mais on sait quels sont nos rôles. On sait aussi que parfois on joue ces rôles volontairement parce qu'ils sont nécessaires dans l'expédition. Donc moi, je sais que des fois, je vais même prendre la posture d'avancer quoi qu'il en coûte parce qu'il faut que cette posture ait une voix, en quelque sorte, et qu'après, on réussira quand même à trancher avec parfois un jeu de séduction envers Maxime parce que c'est lui qui fait pencher la balance. Mais bon, du coup, maintenant, c'est un peu des échecs parce qu'on sait, enfin, comme jouer aux échecs parce qu'on sait lequel va réagir de telle manière. Ouais, exactement. Je sais que Thomas va vouloir ça, il sait que je vais vouloir ça, du coup, on fait un peu des trucs, mais ça se passe bien pour l'instant. Moi, je le veux dans mon équipe. Hein. Alors, je sais qu'on n'est pas sur le plateau de The Voice, mais moi, je le prends. Hein. Alors, on va peut-être se battre, Cécile, pour la première fois depuis qu'on se connaît. D'ailleurs, depuis 20 ans, hein, on fêtera ça tout à l'heure, mais plus sérieusement, parce qu'on a beaucoup de questions. Alors, je sais de ton côté aussi, et sur la chaîne Twitch, puisqu'il y a beaucoup d'internautes qui nous regardent en direct. Donc, eh bien, honneur à vous, madame. Vous allez pouvoir démarrer avec les premières questions pour Valentin. Oui, bah là, j'en avais déjà une. J'ai eu la réponse, c'est super. Vous l'avez dit, beaucoup d'analyses de retour d'expérience. Si c'était à refaire, vous changeriez quoi? Est-ce que vous rajoutez quelqu'un dans l'équipe? Est-ce que vous rajoutez... Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on change? Je pense que ce qu'on change, c'est l'analyse des risques, quoi, je pense, simplement. C'est au début, alors certes, c'est une grosse erreur de planification à la base, que beaucoup de gens font, c'est oublier la courbe d'apprentissage sur quelques projets que ce soit. Donc, quand on se lance pour apprendre une nouvelle langue, on ne commence pas par apprendre 200 mots par jour. On commence par 5. Et en 2 mois après, on est capable, notre mémoire, elle est accoutumée à
et elle peut emmagasiner 200 mots par jour. Quand on lance une nouvelle industrie, tout le monde sait bien qu'il y a une phase de ramp-up, de courbe d'apprentissage qu'il faut prendre en compte. On n'est pas directement à ces niveaux-là. Donc je dirais que c'est vraiment la progressivité dans l'effort, en termes d'alimentation aussi, parce qu'au début, on avait pris des calories, on avait fait tout plat en fait en termes d'hypothèse, de progression, de consommation de calories, de consommation d'essence, mais bon, ça c'est un peu normal. Et on s'est retrouvé au début à jeter de la nourriture parce qu'on en avait trop, et à la fin avoir faim, en quelque sorte. Mais en fait, c'est logique, parce qu'au début, le corps, il ne peut pas prendre 5000 calories tout de suite. Au début, il ne comprend pas ce qui lui arrive, et donc il reste sur une consommation de calories de 2500 et 3000. Donc, au début, on a jeté plein de choses, et à la fin, par contre, c'est là qu'il faut introduire l'huile d'olive, là, introduire le beurre et des choses comme ça. Donc c'est vraiment ça, cet aspect. Et après, qu'est-ce qu'on changerait? Je pense aussi la communication avec nos proches. Potentiellement, on pourrait penser à ces aspects-là. Ouais, en avoir plus? Potentiellement en avoir moins pendant l'expédition, ouais. Vraiment un peu compartimenté. Se mettre plus dans une bulle. Pour à la fois eux les protéger et nous protéger, je pense. Ouais. Ah, oui, ils étaient inquiets? Certains étaient inquiets, oui. Et vous utilisiez quoi, les téléphones satellites? Alors, on avait différents moyens de communication qui sont adaptés aux différentes phases. Quand ça passait en 4G, parce que la Norvège est un territoire où l'homme est présent, quoi, qui est anthropisé, contrairement au Groenland où là, il n'y a vraiment aucun réseau. Donc, quand il y avait la 4G, on utilisait nos téléphones. Voilà. Quand il n'y avait pas de réseau du tout, pas de couverture réseau, donc je dirais que c'était 60% de l'expédition, là, on avait un téléphone satellite qui est fourni par le CNES, voilà, qui nous fournit des téléphones satellites pour nos expéditions, qui nous permettait d'envoyer des photos, voilà, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait aussi une balise de détresse, si nécessaire, voilà, qui était connectée à des autorités en France, et ainsi de suite, qu'on pouvait déclencher comme moyen de communication. Vas-y, à toi. Allez. Je t'ai dit, on va se battre. Oui, c'est clair. Alors, je tiens juste à vous rappeler, si vous voulez à l'instant de vous connecter, déjà soyez les bienvenus. C'est toujours l'Exploratorium 2021, cette deuxième édition depuis le Ludilab ici à Chambretot, avec la possibilité d'interagir avec nos invités tout au long de cet après-midi. La chaîne twitch.tv/Ludilab. Et pour poser vos questions, il faut avoir un compte et suivre la chaîne. Ça a été le cas pour Mimodi. Comment faisiez-vous, Valentin, pour communiquer entre vous sous la tempête? Alors, je pense que c'est entre vous trois sous la tempête. Comment gériez-vous les prises de vue et vidéos avec toutes les contraintes, même que contient une telle expédition, pardon? C'est une question très pertinente qui touche des choses qu'on a... Écoutez, regardez, elle est juste là. Juste là. Vous pouvez vous adresser à Mimodi. Merci pour cette question. Donc la première partie de la réponse, elle est assez simple. C'est dans la tempête, on n'entend vraiment rien. C'est comme si on était sous un réacteur d'avion. On ne voit pas grand-chose. Donc en fait, on se rapproche, on conciliabule et on crie très très fort. On crie, voilà, pour s'entendre. Il n'y a pas le choix. Si vous pouvez voir le film Nuit polaire, vous le verrez en termes de... Voilà, donc c'est difficile. Donc c'est à la fois un moment qui est très inconfortable parce qu'on a froid, on voit rien, on a plein de flashs dans le visage parce que les lampes frontales font des effets de réfléchissement sur les flocons. Il y a du vent, donc on a froid aussi. Enfin, dès qu'il y a une petite partie qui est exposée au vent, forcément ça peut causer des risques de gelure. Donc, on a besoin de communiquer, c'est le moment où c'est le plus dur de communiquer. Donc on s'en sort de cette manière. On n'a pas trouvé d'autres alternatives de type écrire. Je suis ouvert aux suggestions. Je sais que pour la prochaine expédition, qui sera cet été sur une grande voie, donc plutôt verticale, ça n'aura rien à voir. Là, on aura des talkie-walkie, mais c'est pas tellement parce qu'il y a du vent, mais c'est parce que si on est à 50 mètres de distance sur la paroi, ça va être difficile de communiquer. Sur une expédition polaire comme ça paraît un peu de gêne d'avoir ce type de système audio et un peu difficile à maintenir dans le temps. Après, pour la deuxième partie de la question, là, je ne suis pas le meilleur interlocuteur parce que ce n'est pas moi qui avais la caméra dans les mains. En revanche, je peux quand même apporter des éléments de réponse. C'était difficile de gérer les prises de vue de nuit par le froid et par l'humidité. Donc de nuit, ça suppose des choix matériels bien particuliers. Donc nous, on a acheté un boîtier qui est un des très bons boîtiers pour filmer de nuit. Donc ça ne s'improvise pas, ça se prépare.
on a mis ces prises de vue dès notre entraînement. Quand on allait s'entraîner dans les Alpes, de nuit, on faisait des prises de vue. Après, pour ce qui est du froid, c'est plutôt, je dirais, de l'inconfort pour l'équipe. C'est-à-dire que, en fait, il faut enlever ses moves de manière ou alors avoir des sous-gants, et donc c'est très difficile. Et après, en termes d'humidité, les boîtiers, il faut les démonter, les essuyer en permanence. Ça, c'est aussi compliqué. Et la gestion de l'énergie. Et la gestion d'énergie, qui est gérée par un calcul savant, et on s'en est bien sorti. On est le nez fin là-dessus. Et après, comment on s'organise dans le groupe, c'est difficile. Filmer, il n'y a pas seulement les aspects techniques et les aspects de gestion de groupe, parce que déjà, on était très en retard. Donc, filmer, ça rajoute du temps. Des fois, on est obligé de s'arrêter, de refaire des prises de vue. Et en plus, Thomas, le soir, dans la tente, il doit s'occuper de son appareil photo, donc il n'est pas accusé de nous faire des choses comme ça. Donc, c'est des compromis. Des compromis à la fois de se donner des objectifs pour filmer, donc de ménager du temps. Et derrière, c'est un effort commun. C'est-à-dire que je dis, demain, j'estime qu'il va falloir dormir une demi-heure de moins si on veut faire ses plans ou faire tel kilométrage, et on fera ses plans, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et des fois, Thomas, lui, voulait filmer parce qu'il y avait une belle aurore boréale. Et avec Maxime, on voulait juste tracer. C'était difficile à vivre pour lui parce qu'il disait qu'ils ne comprennent pas la dureté du truc et que derrière, il nous restera quelque chose de magique. Et si on n'avait pas fait d'image, je ne serais pas là à raconter tout ça et à partager ça avec vous. Donc, c'est sûr. Et en même temps, nous, notre position avec Maxime, c'est aussi de lui dégager du temps pour qu'il puisse faire des choses. Et ce n'est pas facile parce que, évidemment, quand on se dit pendant 18 jours, c'est Maxime qui va faire le petit-déj le matin et moi qui vais faire le dîner le soir alors qu'on est éreinté, voilà. Et il faut prendre sur soi et encore une fois, toujours être aligné sur l'objectif. On veut tous un film, donc on se partage les rôles, on met nos petites susceptibilité de côté. Voilà. On en parle quand on en a, quand elles sont trop dures. Et on a réussi à trouver un équilibre qui convient. Donc on a réussi à faire le film là-dessus. Mais c'était pas facile. Vous êtes tous les trois jeunes. Est-ce que vous avez des enfants? Non, on n'a pas d'enfants. Ça va venir pour Maxime, a priori. C'est une question qu'on se pose. C'est quel sera l'avenir des engagés? Mais oui, c'est une vraie question. Est-ce qu'on fait la même chose avec des enfants? Est-ce qu'on envisage la même prise de risque? Parce qu'il y a une part de risque. Moi, j'ai pas d'enfants et j'ai pas vécu ce basculement des priorités de vie et de métaphysique, on va dire, quand on en a. Donc, je pense qu'il est radical. Après, j'ai quelques hypothèses. Disons que je pense que, effectivement, quand on a des enfants, on prend moins de risques de manière égoïste de cette manière. Il y a déjà cette première chose. Et après, il y a potentiellement, quand ils sont grands, quand ils sont un peu plus grands, ou même dès le plus jeune âge, en fait, faire évoluer le modèle des engagés vers intégrer nos familles dedans. Pas à 45 ans, avec nos familles, on va tous les trois, on fait la traversée de l'Atlantique en famille, enfin, j'en sais rien, des choses comme ça. Ou alors on se dit... transposer ça dans une vie de famille. Et ça, l'avenir le dira, si on réussit à le faire ou pas. Mais pourquoi pas? Oui, vous pouvez aussi vous dire, on va faire un truc beaucoup plus safe, tranquille pour les enfants. On va traverser le parc du Puy du Fou la nuit. Voilà, se retrouver face à face avec les animaux éventuellement. Hein, c'est ça. Mais là, on a été aussi surpris par la difficulté. Hein, mais c'est aussi la faute à pas de chance. Certes, il y avait des risques dans cette expédition, on l'a traversée, ainsi de suite. Mais le lockdown total, le couvre-feu du Cap Nord, ils n'avaient pas vu ça depuis des dizaines d'années. On n'a juste pas eu de chance aussi en termes de... Les questions, elles sont nombreuses. J'espère que nous aurons le temps parce que, comme on dit dans notre jargon, vous êtes un bon client. Cécile nous dit bravo, Valentin. Après une telle expédition, et lorsqu'on revient sur sa vie quotidienne, qu'est-ce qui devient évident? Quel enseignement personnel? Point d'interrogation. Je dis l'enseignement personnel, c'est bien de lutter à mort pour atteindre ses objectifs. Et surtout quand on s'en fixe... qui peuvent être ambitieux parfois. C'est bien d'y mettre les moyens, mais faut pas oublier les autres, tout simplement. Que le bonheur, il est avant tout quelque part dans l'amour de ses proches et dans ce qu'on partage avec son équipe au quotidien. Et donc, certes, lutter à mort pour atteindre ses objectifs, mais ne pas oublier de s'émerveiller le long du chemin avec les autres et d'accorder du temps à ça. Et c'est vrai que ça marche, c'est un apprentissage en expédition, c'est aussi un apprentissage professionnel, personnel. On est tous de petits chefs d'entreprise en quelque sorte, ou des entrepreneurs débutants. Donc forcément, le travail il est potentiellement infini, on peut faire que ça et on est très très passionné de ce qu'on fait.
Mais c'est pas seulement là-dedans qu'est la réalisation, qui est la vie, on va dire, en quelque sorte. Et si on oublie cette partie sensible de la vie, qu'on la tait, et ben, tout s'effondre, je pense. À la fois, il ne faut pas être le robot qui ne va pas s'écouter, pas écouter quand il a mal, pas d'accorder de temps à ses proches, à sa famille, et foncer sur la montagne en mode Robocop. On se tue, on passe à côté de la vie. Et à la fois, il ne faut pas être non plus dans juste le sensible, juste s'écouter, juste être dans la contemplation. Enfin, pour moi, réaliser la fusion des deux est difficile. Donc, c'est ça mon apprentissage personnel. Eh ben, on va rester sur ce sujet-là, sur la recherche du sens. Quand vous êtes sur ces paysages monotones, vous trouvez, vous l'avez dit tout à l'heure, l'ennui. Ça fait quoi? Il se passe quoi au moment où on s'ennuie? Moi, c'est pareil, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et qu'est-ce que vous avez trouvé précisément à ce moment-là et que vous avez finalement retrouvé ensuite, vous recherchez peut-être? Ce qui se passe, c'est un peu comme on fait un reset d'un ordinateur, défragmentation. C'est avec tous les fichiers qui sont parsemés et qui sont autant de tâches qu'on a dans sa vie, petit à petit, ils se décomposent, ils se réassemblent, ils se consolident. Je pense que c'est aussi plus ou moins inconscient. Puis avec la méditation et le fait d'y penser de manière itérative, on laisse son flux de pensée dérouler. En fait, on a des images du passé qui reviennent, on rêve de l'avenir, on repense à certaines situations. Et tout ça, on va dire, se condense, se sédimente et voilà, trouve une certaine forme un peu plus stable. Donc, je pense que c'est un refresh, comme on pourrait dire, et on en ressort plus solide. Donc ça, c'est ce qu'on apprend, et après, plus clairvoyant dans des décisions de vie ou de la conduite de vie. Parce que ce que je pense que les gens ne changent pas. Par contre, leur visage se dessine au fur et à mesure de leur expérience. J'aime bien prendre l'image du dessin avec quelques traits de crayon quand on est, et petit à petit, on va vivre des choses plus ou moins dures, plus ou moins intenses, et les traits de crayon vont se dessiner. Et quand on fait ces expéditions, on prend un gros coup de crayon, ça c'est sûr. Donc quelque part, on se découvre et on découvre les autres et on revient, c'est un peu ça qu'on trouve. Et après, malheureusement, on n'a pas non plus le temps dans nos vies de faire ça tout le temps. Je sais que Thomas est très fort pour retrouver des moments de calme dans sa vie, des week-ends, des après-midi où il se dit je vais trouver le temps de m'ennuyer. Moi, ça, c'est plutôt mes insomnies, on va dire. Plutôt la nuit, j'arrive pas à dormir. Toujours le rapport avec la nuit, finalement. Exactement. Peut-être pas polaire, donc voilà, en apprentissage concret, je dirais, c'est retrouver du temps pour soi, et pas pour glander, pas pour regarder des séries ou faire des choses comme ça, mais pour prendre le temps de s'ennuyer et de décomposer son vécu de manière un peu inconsciente. Il ne s'agit pas forcément de faire une psychanalyse personnelle ou une chose comme ça, mais de laisser les pensées venir pour qu'elles nous façonnent, qu'elles nous impriment. Voilà, c'est un peu le mot qui me manquait. Excellent. J'adore l'image de la réinitialisation. Guillaume nous dit, après 31 jours de déconnexion totale, comment avez-vous repris contact avec la civilisation? Ça doit faire bizarre, le métro, Paris. Le métro, ça fait bizarre, d'autant plus qu'on n'est plus habitué à voir les choses de près, les lumières. Pendant 2 semaines, on voit flou les éclairages du métro, par exemple. Les minutes, on les voit un peu flous, parce que notre œil, le focus de l'œil est vraiment différent. L'œil est porté vers les grandes étendues, vers des micro-détails à l'infini. En même temps, il a du mal à se fixer sur quelque chose de particulier. Ça qui est très difficile au Groenland, c'est qu'il n'y a rien à observer. On ne sait pas, on dit il y a un arbre au fond, on va le regarder, on va continuer. L'œil divague complètement. Donc le retour du Groenland est difficile. Il est difficile. Il y a une rupture, on va dire. Et après, on l'aborde comme on peut, déjà, parce qu'on est dans nos vies. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais salarié. C'est bien pire maintenant que je suis entrepreneur. Mais bon, j'étais salarié, donc j'avais plus de congés, donc je suis retourné directement au boulot. Et j'ai repris directement le feu de l'action. Et là, au retour de Laponie, donc 2 ans plus tard, j'ai fait exactement la même chose parce qu'il faut quelque part. Je pense qu'il y a un moment, il faut. J'ai des choses à faire et je reprends le fil de ma vie. Thomas, il se fait un sas de décompression. Voilà. Moi, j'ai plutôt tendance à remettre les chaussures, le costume direct et à repartir. Mais avec toujours un objectif d'après. C'est-à-dire qu'il y a quand même, il faut autre chose derrière. Il faut autre chose, des objectifs après. Tu parlais d'une nouvelle expédition. Ah oui, une nouvelle expédition, ouais.
C'est vrai que la nouvelle expédition, c'est pas l'objectif qui me porte au quotidien. Bon, c'est vrai que c'est un fil rouge, effectivement, qui nous projette dans le temps, mais c'est vrai qu'on a toujours un projet d'expédition. Et on le construit au fil de l'eau. Toutes les 2 semaines, on a un point de situation à 7h30, on voit les actions avant la journée de ça. Faut se donner un peu les moyens, quoi. Donc une récurrence, on se fixe des actions, on essaye de les respecter. On a toujours un peu du retard, on essaye de faire ce qu'on peut, mais il y a toujours l'expédition. L'expédition, elle commence pas quand on enfile nos skis. Elle commence dès qu'on s'est mis d'accord sur le projet de la prochaine expédition. La préparation, c'est déjà le début de la mission et ça c'est clair. Et elle s'arrête que quand on a fini de partager autour d'elle. Voilà. Alex. Buzz l'éclair, toujours via le chat, évidemment, de la chaîne Twitch du Ludilab. Où peut-on voir ce fameux film? Où peut-on voir ce fameux film? Eh ben, dans certains festivals d'aventure, festival de films de montagne d'Autran, il me semble, le rendez-vous de l'aventure à l'île de la Réunion, peut-être Montagne en Seine. Et si on ne peut pas trop voyager, parce qu'en ce moment, c'est pas super simple. Vous nous écrivez, on vous fera un accès personnalisé. C'est sympa, ça. Il y a un site internet, Les Engagés. Il y a un site internet. Alors, il n'est pas encore en libre accès parce que justement, il va vivre pendant 1 an en festival. Ah. Voilà. Donc, il n'est pas encore sur YouTube. On le mettra, je pense, d'ici 6 mois sur YouTube quand il aura vécu en festival. Parce que pour le moment, il est analysé par certains jurys, et ainsi de suite. Donc, on organise aussi des projections privées. On en a organisé avant le Covid. On a loué une salle de cinéma. Les gens venaient, ils participaient aux frais, et ainsi de suite. Et on le diffuse aussi dans le cadre de conférences qu'on fait. Voilà. Il sera bientôt accessible sur YouTube. En attendant, les gens qui le souhaitent, ils peuvent aussi nous écrire. En général, on donne des accès privés. Ok, merci pour cette réponse. Moi, ça va. Écoute, moi aussi, ça va bien. Ça va bien, hein. Et toi, ça va? J'en suis ravie. Est-ce que dans le public, il y a des questions? Parce qu'on n'a pas reposé la question. Oui, dans le public. Pas, si vous avez envie de... vous levez juste la main et on vient avec vous. Oui, je vois justement. C'est à toi de jouer. Allez, c'est parti. Parce que tu as mis tes baskets, c'est pour ça. Moi, je ne lève pas aussi vite que toi. Je suis remis au sport dernièrement, donc c'est pour ça. Parfait. Bonjour, quel est votre prénom? Alors, je vais juste vous demander de remettre votre masque. Voilà, Bruno. Je vais vous mettre le micro devant la bouche. Bonjour, et Valentin vous écoute et les spectateurs aussi. Bonjour, Bruno. Bonjour. C'est une question toute bête, mais dans la vie de tous les jours, on va aux toilettes. Et c'est une question que je me pose. Est-ce que vous êtes posé, est-ce que vous êtes entraîné avant? C'est savoir comment ça se passe quand vous êtes pendant autant de jours dans le froid. Ouais. Voilà, quoi. C'est comment est-ce qu'on peut faire? Comment on gère ça? On ne demande pas les détails. Ah bah si, je pense que les détails sont intéressants. Les détails sont attendus. Oui, la question, c'est comment est-ce que vous faites pour vous retenir pendant 3 semaines? C'est ça la question. Manifestement, il y en a un qui a été malade, donc il n'a pas pu. Alors, Valentin. C'était Florilège quand il était malade, le pauvre. Honnêtement, c'est une partie qui est pas très joyeuse de l'expédition. C'est proprement choquant de faire ses besoins dans ces climats, ça c'est sûr. Alors, il y a différentes choses. Déjà, on boit beaucoup d'eau. Beaucoup. On boit au moins 6 litres d'eau par jour. Parce que ça prévient les gelures et les risques de blessures. Ça, c'est la base. Donc, 2 thermos le matin, 2 la journée, 2 le soir. Ça, c'est obligatoire. C'est incroyable. Donc, ce qui fait qu'on fait pipi tout le temps. Donc, quand c'est la journée, il n'y a pas de souci, on fait ça rapidement dos au vent. Et la nuit, par contre, ou dans la tente, là, on a chacun une gourde pour faire la chose. Et voilà. Et ensuite, on la vide. Ouais, il ne faut pas se tromper de gourde. C'est ça. Ceci dit, la rouge, certains... c'est pour la nuit, et la bleue, c'est pour la journée. C'est ça. Ouais. Okay. Donc ça, c'est une pratique classique des expéditions polaires. Ça, c'est sûr. Et puis après, pour ce qui est de la grosse commission, on fait comme on peut le matin. Voilà. Quand c'est la tempête, c'est très très dur. Ouais. C'est très très dur. Le papier toilette s'envole. Ouais, des grands moments en fait. Non, c'est terrible. Les copains seraient gentils, tournez-vous. Merci, j'en ai pour 2 minutes. On a franchi ce stade. Hein, mais oui, là, ils se connaissent. Là, mais c'est choquant comme affaire. Parce que le vent, la neige, on est comme ça, cul nu dans la plaine, c'est dur, quoi. Faut prendre son courage à 2 mains pour y aller, on va dire. Ouais, mais c'est aussi une façon de nous ramener à la condition humaine. Ah bah oui, c'est sûr qu'on est peu de choses. Hein. Merci Valentin. Nous filons en Bretagne, à côté de Vannes, avec Ludovic, qui dit « Quel bonheur d'entendre un jeune aussi passionné que vous, Valentin. Où trouvez-vous toute cette énergie ?» Ouais, je sais pas.
Moi, j'ai pas tant d'énergie ou de source d'énergie. J'ai juste envie de faire les choses à fond. J'ai toujours été comme ça, de vouloir. C'est le slogan de Max. Maxime, il dit toujours on fait les choses bien ou on les fait pas. Moi, j'ai plutôt tendance à faire les choses à fond. Après, j'essaie de ne pas être trop dispersé dans mes différents engagements. C'est un peu le pendant de ces caractères quand on veut beaucoup. Mais je dirais juste que je m'éclate dans tout ce que je fais. Quand j'étais dans mon cabinet de conseil, j'aimais beaucoup ça. Quand j'étais les études, j'ai une grosse phase où je lisais beaucoup de livres. Maintenant, j'en lis plus beaucoup. Mais pareil, quand j'entreprends, là, je monte une entreprise sur des thématiques importantes de réindustrialisation, d'innovation de défense, de souveraineté numérique. Et je l'amène aussi avec passion. Et là, j'ai pas de recette miracle au sens où... Peut-être le signe astrologique est une clé. Ouais. C'est quoi votre signe astrologique? Alors, je suis bélier. Ah ben voilà. Et pour trouver mon ascendant, il faut demander à Claire, ma petite amie qui le connaît. Merci beaucoup. Une dernière question, Alex, puisque le temps... Et oui. Alors c'est une question, en même temps, c'est rigolo. C'est Max Brother de Poitiers qui dit « Les vacances au Club Med, c'est pas trop pour vous. On a du mal à vous imaginer en train de bronzer toute la journée et de rien faire. Du coup, c'est quoi les vacances idéales pour vous, Valentin ?» Les vacances idéales, alors si j'aime faire ça, j'aime bien quand même. Mais en général, j'en profite pour travailler. J'ai un cadre de travail sympathique, hein, mais c'est plutôt un cadre de travail... Si, j'aime bien me reposer sur des choses comme ça, ouais, clairement. Mais après, on fait ce qu'on peut. Mais après, le cadre idéal de vacances, je sais pas, cet été, je vais essayer d'aller en Guadeloupe, par exemple. C'est pas mal, il y a pire. Voilà, pour un peu lever le pied. Et en général, quand je fais ça, je fais des petites balades. Je travaille un peu quand même. Je travaille genre 5-6 heures par jour dans des cadres qui sont agréables. WC séparé, grand luxe. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Super. Les vacances, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, surtout, merci à notre invité. Oui, un immense et vous pouvez l'applaudir très fort. Brouillard. Le public présent ici au Ludilab pour cet Exploratorium de 2021. Évidemment, ça n'est pas terminé, ça continue. On remercie Valentin. Oui, ça ne fait que commencer. Et dans quelques instants... À ce soir pour ceux que je reverrai. Oui, et merci Valentin pour les questions. Valentin reste ici en Vendée, bien sûr. Exactement. Et dans quelques instants, on écoute un autre explorateur, globe-trotteur en quête de sens. Et ça, au Scrabble, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait beaucoup de points d'un coup. Hein. Marc de la Ménardière nous rejoint dans quelques instants, juste après une petite pause. À tout de suite. À tout de suite.